Bonsoir et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de 22 heures. Les titres qui vous seront développés. Okay. Mon styliste. Posé aux parlementaires et les réponses des membres du gouvernement que nous allons écouter. Autre titre que nous allons développer, le ministre du Travail a réuni les hauts cadres des agences de l'emploi. Dans l'actualité internationale, le nouveau reconfinement de l'Angleterre qui passe mal chez les conservateurs. Bonsoir à tous et nous entamons cette édition avec la deuxième séance publique de la seconde session ordinaire pour l'année 2020 de l'Assemblée nationale qui s'est tenue ce jeudi 5 novembre dans l'hémicycle du Parlement. Présidée par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, cette séance a vu la participation du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, des ministres, des parlementaires, avait également pour ordre du jour exclusif des questions orales au gouvernement lancées par des propos introductifs du président de l'Assemblée. Eh bien, la plénière a vu différents intervenants, des bancs des députés qui y ont échangé avec les membres de l'exécutif. Eh bien, ont été passés en revue les thématiques comme la santé, l'emploi, les secteurs liés à l'eau et la pêche. Et dans son intervention, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, lors de cette séance publique, a fait le porte-voix de l'auditoire en relevant la satisfaction de la représentation nationale. La séance est ouverte. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés et chers collègues, nous allons commencer les travaux de notre séance avec pour ordre du jour les questions orales au gouvernement. Je voudrais en premier lieu souligner qu'en application des prescriptions de la Charte fondamentale, le débat d'aujourd'hui est un moyen de contrôle de l'action du gouvernement qui permet aux députés de s'informer et de vérifier auprès des différents ministères du bon déroulement de l'action de l'exécutif, les actions menées pour concrétiser à court, moyen et long terme les préoccupations populaires. Concrètement, les parlementaires doivent être conscients de l'importance du contrôle du gouvernement et de poser des questions d'actualité pertinentes aux ministres qui se rapportent aux intérêts et préoccupations de leurs mandants qui les ont élus. Afin de fructifier les prochaines heures que va durer ce dialogue, je tiens à rappeler un minimum de règles indispensables au bon déroulement de l'exercice démocratique que l'hémicycle s'apprête à vivre. L'une des stipulations du règlement intérieur de notre institution, titre 3 et article 64 et suivants, est que les questions orales au gouvernement sont organisées dans un temps précis. En effet, les groupes majoritaires comme minoritaires disposent d'un temps limité de prise de parole. Pour cette séance, les inscrits sont au nombre de 15. Vous comprendrez bien qu'en 2 heures de temps, les parlementaires ne pourraient s'exprimer tous, mais ils auront l'occasion de le faire lors des prochaines séances qui pourront avoir lieu chaque jeudi de semaine si et seulement si les parlementaires se manifestent. Eh bien, lors de cette séance, les parlementaires n'ont pas manqué de poser des questions portant sur la communication, la pêche et le logement. Regardez. L'intervention s'adresse au ministre de la Communication, chargé des postes et télécommunications. La radio est un moyen de communication important car elle fait le lien entre le monde rural et le monde urbain. Il doit être un outil de développement même pour transmettre aux populations certaines connaissances ou informations nécessaires au développement. Certaines fréquences radio
ne couvrent pas l'ensemble du territoire national, alors que nos omissions dans les différentes langues nationales devraient même être écoutées au-delà de nos frontières. Excellence, Monsieur le ministre, à quoi est dû ce problème? Des solutions pourraient-elles être envisagées dans un délai raisonnable? Je vous remercie. La pêche industrielle au chalutage est interdite par les dispositions du Code de pêche et les instruments internationaux pertinents en la matière. Les Ogopois sont outrés des agissements de pêche sauvage pratiqués par un chalutier actuellement en vogue. Dans le même temps, on assiste à une catastrophe naturelle. Des poissons de fond et de surface viennent fréquemment échouer sur le rivage. Beaucoup sont des poissons mutilés ou blessés graves. Les institutions de l'État ont été dépêchées pour déterminer les causes de ces désastres écologiques. Où en est-on avec ces rapports et quand sera-t-il remis aux autorités nationales? Les riverains mémondons appréhendent que les dragages de fonds marins comme technique de pêche pourtant interdits par les lois djiboutiennes dans nos eaux territoriales parce que c'est susceptible de détruire nos ressources halieutiques ainsi que l'habitat marin. Ma question est la suivante. Que comptez-vous faire à ces propos? Moi, j'ai des questions au ministère du Logement. Madame la ministre, notre pays traverse une crise de logement sans précédent. Les cadres ne sont plus en mesure de se payer une parcelle de terrain et vivent dans une précarité sans nom. Quelle réponse votre ministère peut apporter à cette crise et qui peut respecter les droits au logement de chaque citoyen? Ma deuxième question, Madame la ministre. Tout récemment, l'agence Arilos avait été ciblée par des citoyens en colère contre le droit au logement pour certains en vigueur dans votre politique. En réponse, votre réponse a été de porter plainte contre les demandeurs de leurs droits auxquels vous avez fait des promesses. Comment comptez-vous rétablir la confiance de nos citoyens? Suivant à présent la réponse des membres du gouvernement concernés par les questions posées par les parlementaires. La radio, c'est un moyen de communication très important pour relier l'information à partir de Djibouti pour les zones reculées. À l'époque, on écoutait la radio jusqu'en Éthiopie et en Somalie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème technique au niveau de Doralé. La station d'émission des radios fréquence modérée, onde moyenne, est devenue obsolète. Donc c'est la raison pour laquelle la radio a eu quelques difficultés à émettre ces ondes dans l'ensemble du territoire et au-delà. Qu'est-ce que nous, on est en train de faire? On est en train de réhabiliter la station, on est en train de négocier avec le fournisseur qui va bientôt arriver, et tout ça grâce au président de la République qui nous a octroyé un fonds à travers le ministère du Budget, que cette entreprise va venir établir un pylône de transmission d'onde moyenne. Donc d'ici normalement en janvier, le pylône, l'antenne sera opérationnelle et tous les ondes vont être émises à partir de Doralé pour écouter non seulement pas sur l'ensemble du territoire national, mais au-delà. Il y a des centaines de chalutiers qui passent, qui vont dans la région des côtes de l'océan Indien, au niveau de Portland, dans la région de l'océan Indien, zone très riche en poissons. Concernant les chalutiers, le chalutier dont vous parlez, il se trouve au port de pêche. Vous pouvez le photographier aujourd'hui et il ne partira jamais. L'action du gouvernement, elle est très claire dans la matière. Vous savez que depuis 2011, cette question est prise au niveau d'un département qui est chargé de donner des réponses claires à cette problématique. C'est une problématique qui est devenue une priorité nationale, qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays. Bien que le budget national ait des moyens limités, le gouvernement a décidé, avec les moyens qui sont les siens, de porter la question du logement au même titre que l'éducation et la santé. C'est quelque chose de très important. Déjà, la volonté politique est là. Pour toute politique, il faut une volonté, et la volonté est là. Il n'y a pas que la volonté. Il y a une stratégie, il y a une vision qui est claire, qui vous a été expliquée ici à plusieurs reprises. Et nous nous proposons à revenir vers vous, à avoir des réunions spécifiques pour vous expliquer quels sont les axes majeurs de cette politique qui est tracée depuis 2011. Vous ne pouvez pas non plus nier que depuis que la politique du logement a été mise en œuvre,
il y a beaucoup de choses qui ont été faites. C'est quelque chose qui est visible. Le paysage urbain de la ville de Djibouti aujourd'hui comporte un nombre important de logements pour toutes les catégories de la population, que ce soit pour le standing, la moyenne standing et pour le social. Le social, vous avez jusqu'à l'implication personnelle du président de la République qui a mis en place une fondation à son nom et que lui-même mobilise des financements privés pour pouvoir répondre aux besoins en logement des populations qui n'avaient pas les moyens d'être éligibles aux politiques publiques. Et concernant les autres questions des parlementaires et les réponses des membres du gouvernement, vous allez les retrouver dans nos éditions de demain, vendredi. Et dans ce moment, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, à cette deuxième séance publique de la session ordinaire pour l'année 2020, il a prononcé donc un discours relatant les différents points ayant été abordés. Je pense qu'une partie de vos questions, les membres du gouvernement ont répondu et à travers vous, ont répondu aussi à l'attente de la population, en partie bien sûr. Mais cette expérience de débat, le président de l'Assemblée vient de le préciser, nous allons continuer. Ça permet d'abord des échanges fructueux avec les députés qui sont issus quand même de tous les horizons du pays et à ce titre apportent en plus dans le débat, en richesse surtout, mais en plus de cela, ils évoquent quand même des questions d'actualité. Nous essaierons toujours de répondre à ces questions parce que, vous savez, quand on a un projet de loi à discuter, je vois souvent que les gens s'écartent des projets de loi et posent d'autres questions. C'est pour cela qu'il faut multiplier ces échanges au niveau de l'Assemblée nationale afin que chacun d'entre vous puisse poser les questions qui lui semblent cruciaux pour la marche économique du pays, mais aussi répondre à l'attente des populations djiboutiennes. Merci. Toujours à l'Assemblée nationale, s'est tenue également la conférence des présidents pour transmettre les projets de texte en instance aux commissions permanentes. Conduite conformément aux articles 12 et 21 du règlement intérieur par le speaker Mohamed Ali Hamed, s'est déroulée avec la participation du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, des vice-présidents de l'Assemblée, des présidents des groupes parlementaires et des commissions, ainsi que des rapporteurs généraux du budget. Il est à noter enfin que 3 projets de loi ont été transférés à l'agenda des commissions permanentes du développement social et des finances. Et ce communiqué émanant de la primature informant qu'à partir d'aujourd'hui, tous les voyageurs arrivant à Djibouti doivent avoir un certificat de test au Covid-19 du départ du pays. Eh bien, des mesures seront prises contre les voyageurs ne présentant pas de certificat de test Covid-19. Dans le reste de l'actualité, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, a présidé ce matin à l'état-major général des armées une réunion de concertation. Le ministre de la Défense a été accueilli sur le perron par le chef d'état-major de la Défense, le chef de corps du régiment quartier général. Eh bien, pour lutter contre le coronavirus, des gestes barrières ont été observés. Le port de masque n'a également, eh bien, cette réunion de concertation s'inscrit dans le cadre du renforcement de la défense et de la sécurité du pays. En prélude, le général Zakaria Cher-Ibrahim s'est entretenu en aparté avec le ministre Hassan Omar Mohamed. Eh bien, ils ont été rejoints par le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cheikh, le directeur général de la sécurité, Hassan Saïd, le chef d'état-major général des armées, le général de corps Zakaria Cher-Ibrahim, et le général de division Hassan Ali Kamil, conseiller du SEMGA, le général de brigade Tahir Ali Mohamed, le chef d'état-major de la défense ainsi que les grands responsables des forces de défense, de sécurité récompensés du
commandant de la garde républicaine, du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, du directeur général de la police nationale, du commandant des gardes-côtes, du directeur de la protection civile. Notons également la présence de tous les chefs de corps de garnison de notre pays. Le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, a eu donc par vidéoconférence hier après-midi avec le gouverneur du groupe de la Banque islamique de développement et du directeur général de l'International Islamic Trade Finance Corporation, l'ingénieur Hani Salem Sombol, une entité autonome au sein de la Banque islamique de développement. L'accent ayant été mis sur le soutien au secteur clé de Djibouti pour atténuer l'impact dû au Covid-19, à savoir la santé, l'énergie et le développement du secteur privé. Et autre titre que nous allons développer dans cette édition, le ministre du Travail a présidé hier après-midi la première réunion sectorielle sur les objectifs du projet dit Initiative nationale pour l'emploi. Eh bien, cette réunion a eu lieu avec les agences privées de l'emploi. Ce projet, lancé officiellement le 26 octobre par le président de la République, ayant pour objectif de trouver des solutions au chômage à Djibouti, ainsi de rééquilibrer le marché du travail après la crise sanitaire et de relancer l'emploi. Eh bien, cette première rencontre sectorielle marque le début de la deuxième étape de la mise en œuvre de ce projet qui consiste en une série de réunions en vue de gagner l'engagement, la collaboration, l'adhésion des parties prenantes, conditions sine qua non à la réussite de cette initiative d'envergure nationale, dont l'objectif majeur est la création de 5 000 emplois pour les jeunes. Un atelier de validation de l'étude de profilage des réfugiés et des demandeurs d'asile initié par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, et ce en partenariat avec le ministère de l'Intérieur, avec le financement de l'Union européenne. Eh bien, cette réunion a eu lieu ce matin au Palais du Peuple, présidée par la ministre des Affaires sociales, Mona Asmanadan. Cette rencontre avec donc plusieurs objectifs, notamment ayant regroupé les différents responsables des secteurs dans l'Union européenne, de l'ONAR, c'est la représentante du système des Nations Unies, Barbara Manzi, et du directeur de l'Institut national de la statistique, mais aussi plusieurs représentants et hauts cadres de partenaires techniques et financiers. C'est dans ce cadre du programme Solutions pérennes pour les solutions des populations hautes réfugiées que cette étude a été menée de concert avec les chercheurs statisticiens de l'Institut national des statistiques de Djibouti. Travail de très longue haleine conduit par le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité, de l'Institut national des statistiques de Djibouti, le PAM, l'ONARS, le NRC, le DRC et le HCR. Il est besoin de rappeler que l'objectif de cette étude est d'établir d'une part un profil socio-économique des ménages réfugiés et des demandeurs d'asile et d'autre part de déterminer leurs besoins alimentaires et non alimentaires en vue de leur intégration, comme vous l'avez dit, dans le système d'assistance sociale de santé. Suivant à présent l'intervention du chef de coopération de la délégation de l'Union européenne, M. Bernard François.
qui s'appelle « Solutions pérennes pour les populations hautes, les réfugiés et les migrants les plus vulnérables » a été lancé en 2018 et à l'époque, il avait été formulé pour soutenir la mise en œuvre du cadre d'action global pour les réfugiés dans sa mise en œuvre à Djibouti, suite à l'engagement fort du président de la République fin 2016 à l'Assemblée générale des Nations unies, qui avait été concrétisé par un travail juridique dès le début de l'année 2017. Pour en avoir reçu quelques éléments, je voudrais souligner le travail technique de qualité qui a été assuré par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités avec l'appui du PAM, du HCR et d'autres agences. Je voudrais rappeler que notre projet Solutions pérennes, destiné donc à aider le gouvernement de la République de Djibouti à mettre en œuvre ce cadre d'action globale en ciblant les réfugiés et en leur permettant l'accès aux systèmes nationaux de protection sociale dans l'esprit de « Leave no one behind », donc dans la volonté de faire des objectifs de développement durable une réalité pour le pays, éradication de la pauvreté et développement qui puisse bénéficier à toutes et à tous. Il faut bien reconnaître que l'engagement politique et le cadre légal qui donne des droits aux réfugiés ne donnent pas automatiquement la solution pour la mise en œuvre. Et c'est pourquoi il faut saluer ici le travail technique qui a été fait et qui permet maintenant, je dirais, de mettre en pratique tout à fait concrètement cette volonté politique que les réfugiés puissent bénéficier des mêmes facilités, on va dire, et d'appui social que les habitants de la République de Djibouti. Suivant à présent l'intervention de la ministre des Solidarités et des Affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Aden. Les défis économiques auxquels nous faisons face depuis de nombreuses années, exacerbés cette année par l'arrivée du Covid-19, nous n'avions jamais cessé d'accueillir des dizaines de milliers de réfugiés et de demandeurs d'asile à Djibouti, venant pour l'essentiel des pays voisins. L'accueil de ces populations a pesé un poids important sur nos finances publiques et sur nos services essentiels. Et malgré ces contraintes, l'accueil des réfugiés est considéré au niveau officiel comme un niveau populaire, comme une partie intégrante de nos traditions d'accueil, de notre volonté d'offrir à ces hôtes de nos pays voisins les conditions d'une inclusion socio-économique digne et durable. Je me dois de rappeler dans ce contexte les 3 engagements pris par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, lors du sommet des réfugiés tenu à New York. Concernant l'accès à l'éducation, l'enquête de profilage, objet de notre réunion aujourd'hui, indique que le niveau de scolarisation des enfants âgés de 5 à 14 ans est de 95,5%. Au niveau de la santé et moyens de subsistance, il est prévu d'intégrer à travers le programme en cours Solutions pérennes pour les populations hautes réfugiées, est prévu un nombre de 12 500 réfugiés qui doivent être intégrés dans le système de protection. Donc au-delà de la catégorisation de la population réfugiée à laquelle aboutissent généralement les enquêtes de profilage, ce que nous attendons de cette enquête, c'est de nous indiquer les segments sur lesquels nous serons appelés à agir pour fournir l'assistance nécessaire et surtout les mesures d'accompagnement qui faciliteront l'inclusion par l'activité. En cela, nous appliquons aux réfugiés les mêmes philosophies de lutte contre la précarité que celles que nous développons pour nos compatriotes. En effet, grâce à nos partenaires ici présents, nous envisageons, à la lumière des résultats de l'enquête, d'accorder des transferts monétaires aux plus vulnérables des réfugiés, tout en les intégrant dans les projets communautaires de création d'activités génératrices de revenus. Car il est clair que nous ne pouvons pas nous incommoder de la présence aujourd'hui suffisamment longue de cette population réfugiée si des efforts ne sont pas fournis pour les autonomiser et en faire des agents de développement de la société qui les accueille.
permettez-moi enfin de remercier tous nos partenaires. Et je ne vais pas tous les citer, mais vraiment, je pense que tous, on est partenaires sur cette question et on a tous l'obligation d'être engagés pour que les résultats de ces études soient formulés en action et développer des actions dans ce cadre-là et rapidement les mettre en œuvre. Santé, cette fois, l'équipe du Centre de référence pour la santé et la reproduction a organisé une réunion technique avec les médecins-chefs des centres de santé, des polycliniques, dans le cadre de la décentralisation du dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la politique sanitaire menée par le gouvernement en matière d'amélioration, de rapprochement des prestations préventives pour les populations et surtout les femmes. Il s'agit pour le ministère de la Santé de renforcer ces stratégies préventives en permettant aux femmes djiboutiennes de pouvoir se dépister dans les polycliniques les plus proches. Cette prestation au niveau des centres de santé communautaires. Vous savez que les centres de santé communautaires sont la porte d'entrée du système de santé de notre pays. Pour ça, nous voulons qu'à chaque occasion qu'une femme se présente dans un centre de santé, qu'elle puisse avoir le dépistage de façon systématique et qu'on puisse intégrer le dépistage dans le paquet minimum de soins de santé de base qui est déjà là au niveau des centres de santé. Nous demandons à la population que d'ici janvier, Inch'Allah, nous demandons à les femmes de venir nombreuses au niveau des centres de santé pour demander cette prestation. Nous avons voulu décentraliser cette prestation pour offrir aux femmes un paquet de services holistiques, de qualité et de proximité. Et le colonel Waes Amar Bourré, commandant des gardes-côtes djiboutiennes, a pris part, par vidéoconférence, à un séminaire international des seniors leadership et symposium. Eh bien, cette conférence internationale de 3 jours sont confiés régulièrement tous les commandants des gardes-côtes et des corps de marine de tous les pays du monde. Eh bien, ces réunions s'effectuent tous les 2 ans sous l'égide des forces navales des États-Unis d'Amérique. Le colonel Waes Amar Bourré, commandant des gardes-côtes, a signifié lors de son intervention aux leaders des institutions maritimes du monde l'engagement parfait et total des gardes-côtes djiboutiennes pour le renforcement, la coopération et la coordination afin de rendre le monde maritime un endroit plus sûr et plus fiable pour la navigation. Dans l'actualité internationale concernant le Covid-19, le nouveau confinement en Angleterre passe mal chez les conservateurs. Eh bien, l'Angleterre est soumise à un nouveau confinement national à partir de ce jeudi. Depuis minuit, pubs, bars, restaurants et les commerces non essentiels doivent rester fermés jusqu'au 2 décembre. La population est juste autorisée à aller au travail, à acheter de la nourriture ou faire du sport. La décision a été confirmée par le Parlement mercredi soir. Le Royaume-Uni, rappelons-le, est le pays le plus endeuillé par la pandémie en Europe, avec près de 48 000 décès, dont 492 les dernières 24 heures. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.